si on arrive à maintenir tout ça, je crois que petit à petit, on va se rendre compte que le sport est un vrai atout dans sa vie entrepreneuriale aussi. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Stanislas Gruot. Stan a fondé Explora Project, une agence de voyage spécialisée dans le voyage d'aventure et les expéditions en Europe. Dans cet épisode, Stan nous donne ses techniques pour faire du sport quand on monte une start-up. Il nous parle de son amour pour l'ultramarathon, des ressemblances qu'il peut y avoir entre une telle course et le lancement d'un projet. Comment cette pratique l'aide au quotidien dans sa vie entrepreneuriale. Il évoque également des techniques pour se forger un mental d'acier. Enfin, il nous fait l'honneur de nous partager une anecdote très drôle sur les aléas du running en milieu urbain. Un épisode super enrichissant qui, j'espère, vous apprendra autant de choses qu'à moi. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou la plateforme que vous préférez, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Stan, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, merci de ton invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors Explora Project, c'est aujourd'hui une agence de voyage qui est spécialisée dans le voyage d'aventure et dans les expéditions de 2 à 10 jours en Europe. Et demain, ce que nous sommes en train de préparer, c'est d'en faire une plateforme de mise en relation de tous les potentiels aventuriers avec un réseau de guides experts pour pouvoir construire en ligne son projet d'expédition et pouvoir partir avec ses copains, seul ou en groupe, aux 4 coins de la planète pour vivre des émotions douces. Voilà un peu l'idée. Ok. Et donc, quand tu dis que c'est seul ou accompagné, du coup, comment ça se passe exactement ? On a la possibilité aujourd'hui sur le site, on a donc exploraproject.com, on a des départs groupés avec des groupes qui sont entre 6 et 10 personnes en fonction des activités. On sera par exemple 6 sur les expéditions d'alpinisme où on est en cordée et donc le nombre est très limité. Puis on va pouvoir être 10 sur des activités par exemple de trek, de vélo ou de rafting. Et donc chacun peut s'inscrire et rejoindre un groupe qui est déjà formé. Il y a aussi la possibilité de privatiser une expédition pour une bande de copains, par exemple, déjà formés, qui souhaiteraient rester vivre l'expérience entre eux. Et très bientôt, et ce sera probablement développé dans les prochaines semaines, on aura aussi la possibilité de construire son projet d'expédition sur mesure et de recevoir des projets de la part de nos guides explorateurs experts du domaine ou de la région qui est concernée, avec la possibilité de se lancer dans un projet en solo à quelques-uns, avec un groupe déjà formé, ou de créer un projet d'exploration et de l'ouvrir à d'autres personnes pour que d'autres passionnés puissent rejoindre ce projet en construction. Donc ce sera à la fois une plateforme de mise en relation pour faire des rencontres entre passionnés d'outdoor et aussi construire sur mesure tous ces projets d'expédition. Ok, très bien. Et avec tout ça, est-ce que tu prends le temps du coup de faire du sport ou est-ce que tu le fais pendant ces expéditions ? C'est une bonne question parce qu'en fait, de manière assez contradictoire, dans mes expériences professionnelles d'avant, j'ai presque eu un peu plus de temps pour faire du sport, notamment sur l'heure du midi. Je faisais beaucoup entre midi et demi et 14 heures, où je prenais au moins 1 heure pour faire du sport 3 à 4 fois par semaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rythme aussi de la start-up fait que c'est plus compliqué dans ces premiers moments. Donc en effet, paradoxalement, en travaillant sur des expéditions et un domaine beaucoup plus sportif, je fais moins de sport qu'avant. Je reste quand même en activité sur quelques expéditions auxquelles je participe, notamment les premières les premières dans chaque pays ou les premières pour vraiment me rendre compte de ce qu'on va vendre. Mais aujourd'hui, je pense que je fais un peu moins de sport qu'avant. C'est quelque chose auquel j'essaie d'être très vigilant et de mettre en place justement une organisation du travail efficace pour quand même pouvoir débloquer des heures. Et moi, avec les contraintes familiales et les enfants, c'est plutôt sur l'heure du déjeuner. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour te forcer en fait à prendre du temps pour faire du sport ? Alors, ça passe par des petites choses. Lors de mes différentes expériences, j'ai pu travailler en France et à l'étranger et dans différents secteurs, je me suis rendu compte que c'était presque, on s'interdisait souvent de faire du sport par peur du regard des autres. Donc, probablement, ce qui est important, c'est de le dire, en fait, de dire autour de soi et à ses collègues que c'est important pour son équilibre.
de bloquer dans son agenda des 2 heures, par exemple plusieurs fois par semaine sur l'heure du déjeuner, en mettant sport ou activité physique ou même quelque chose d'un. On a la possibilité aussi de laisser son agenda ouvert, donc de mettre quelque chose qui pourrait inspirer les autres aussi, et de dire besoin de me ressourcer pour être plus efficace avec un petit smiley. Moi, c'est ce que je mettais. Et les gens comprennent en fait bien, comprennent bien ça, et donc ne nous mettent pas des calls, ne nous mettent pas des meetings sur ces heures-là, qui peuvent être aussi souvent la raison pour laquelle les gens font pas de sport, parce qu'ils arrivent avec leur sac le matin et puis on leur colle une urgence sur le midi et puis ils disent bon bah ils osent rien dire. Alors que si l'emploi du temps est bouclé, on se rend compte que l'urgence en fait peut très bien attendre 14 heures et on sera probablement plus disposé à traiter cette urgence quand on sera bien dans son corps après une bonne douche et quand on aura eu le temps de pratiquer une activité physique. Donc moi je dirais le dire autour de soi, et on va se rendre compte qu'en chaîne on peut en inspirer beaucoup d'autres aussi qui attendaient presque que la brèche s'ouvre, et on a tous un côté un peu moutonnier comme ça dans les environnements de travail. On se rend compte que si la culture de l'entreprise c'est de manger un sandwich devant ses écrans de midi à 14 heures, et le nouveau venu qui va arriver va se fondre dans le moule pour se faire accepter la plupart du temps. Et donc l'idée est d'être un peu pionnier dans ce domaine, et je crois que ce sont des valeurs qui sont très positives. Ça permet d'être plus efficace au travail. Il faut vraiment pas avoir peur de ce pas en avant, et de se différencier des autres de cette manière-là. Donc, je dirais le dire, mettre dans son agenda, et puis s'engager absolument quand on est parti avec son sac de chez soi le matin à pratiquer cette activité sportive. Top. J'aime beaucoup le fait de dire vraiment les choses et de le mettre dans son agenda. C'est vrai que ça peut insuffler aux autres l'initiative de faire du sport, et puis en plus, si tu es entrepreneur et que tu imposes tes valeurs un peu à l'entreprise, c'est vrai que ça donne un nouvel élan aussi à la société, enfin à l'entreprise. C'est plutôt cool. Et est-ce que ça t'arrive du coup de ne pas le faire, et qu'est-ce qui fait que tu tiens pas tes engagements? Ou peut-être que ça t'arrive pas, hein. Récemment, ça a pu m'arriver, mais c'est vrai que dans les premières années, je mettais un point d'honneur à ne jamais manquer un entraînement. Jamais. Je crois que pendant plusieurs années, j'ai pu maintenir cela. C'était vraiment c'est devenu mon combat en fait. Et je me suis rendu compte que cette intensité qu'on met à tenir l'entraînement fait que en fait, on gagne en force mentale jour après jour. Et quand la difficulté arrive après en compétition, lors d'un événement ou d'une course plus longue, eh bien en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus fort mentalement. Et je pense que le fait d'abandonner un entraînement qui était prévu, euh, c'est déjà un petit pas vers l'échec du futur rendez-vous sportif en préparation. Et inversement, chaque jour où on tient l'entraînement, c'est une force mentale supplémentaire qu'on est en train d'acquérir pour le jour J si on se prépare à quelque chose. Moi, je crois vraiment que c'est la capacité à maintenir l'entraînement est complètement partie intégrante de l'activité sportive déjà, pas au niveau physique, mais au niveau mental. C'est déjà là que se jouent les premières décisions. Et les gens qui disent j'ai pas de mental, commence par tenir tes entraînements. Tu verras, ça ira beaucoup mieux quand tu seras sur la piste ou avec tes baskets ou sur ton vélo ou quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est important. C'était les entraînements. Alors après, pour répondre à ta question, c'est vrai que ça m'est arrivé récemment de pas pouvoir le faire vraiment parce qu'on a des obligations professionnelles qui nous bloquent. Et il faut absolument tout de suite chercher à compenser cet entraînement qui a été annulé par le soir même ou un entraînement une fois et demie plus long le lendemain, pas forcément 2 fois parce que là ça commence à prendre beaucoup de temps, mais en tout cas poser un acte immédiat pour dire j'ai conscience que j'ai abandonné, pas essayer d'oublier qu'on s'était dit qu'on ferait du sport ou qu'en fait on n'était pas vraiment sûr. Je crois que ça c'est un peu valable un peu dans la vie, c'est en sport et comme en entrepreneuriat, il faut pas être gris, quoi. Il faut être blanc ou il faut être noir. Et il faut se dire les choses. Si on n'est pas blanc ou si on n'est pas noir, on n'est pas capable de tirer les conclusions de ce qu'on fait. Si on est gris et que ça marche pas, on va pas savoir si ça n'a pas marché parce qu'il y avait trop de blanc ou trop de noir. Et je crois que ça c'est un peu le bon vieux concept de l'A/B testing qui marche beaucoup en stratégie de marketing digital, mais ça marche aussi dans la vie. C'est-à-dire, on se dit qu'il y avait un entraînement, j'ai pas fait l'entraînement, pourquoi je l'ai pas fait? Comme j'ai pas fait l'entraînement, j'ai abandonné, c'est une faute, donc demain j'en ferai 2 fois plus ou une fois et demie plus ou ce soir. Et voilà. Et là on a posé les conséquences de ces actes, on a pris les responsabilités de ce qui s'était passé,
et on a mis quelque chose en place pour le résoudre. Et ça, je crois que c'est une démarche qui est positive. Donc, il faut arriver à tourner voilà, ces manquements, on va dire, à l'entraînement en démarche positive. Donc, voilà un peu ma petite méthode. Très bien, top. Et du coup, en fait, t'as même pas besoin d'autres personnes pour te tenir, pas responsable, mais pour te forcer à faire ce genre d'entraînement. C'est vraiment toi tout seul qui arrive à te tirer des conséquences si tu les fais pas. Et par la suite, tu te dis, bah, je vais quand même refaire 1,5 fois parce que je l'ai pas fait hier, ou alors je le fais le soir même et tout ça. T'as pas besoin de quelqu'un derrière toi pour te forcer à faire les choses. Ben, moi, non, parce que je suis un peu, j'ai ce tempérament-là, et que je suis même plutôt celui qui essaye un maximum de motiver autour de moi et d'emmener les gens là où je pense qu'il est bon d'aller. Après, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il faut connaître ses leviers. Mm. Quels sont les leviers de persuasion et les leviers de décision de chacun d'entre nous. Ils sont tous différents. Il y en a qui ont besoin d'avoir, voilà, qui sont autosuffisants et qui sont capables d'analyser, de prendre leurs décisions tout seuls. C'est pas forcément moins bien que d'avoir besoin des avis des autres. Et d'autres ont besoin d'avoir l'aval des autres, sont soucieux du regard des autres. Et dans ce cas-là, leurs leviers seront différents. Mais il va falloir qu'ils le disent à un maximum de personnes pour que, par le regard des autres, ils se sentent forcés à, et donc ils vont le faire. Donc après, chacun a ses leviers. Qu'est-ce qu'on fait et ça, en fait, derrière, appelle une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Si on fait du sport pour du sport bien-être, pour se sentir mieux dans sa peau, dans son corps, etc., très bien. Si on veut faire du sport pour prouver à son compagnon, ou son mari, sa femme, ou à des copains qu'on est capable de faire ça, ou à ce moment-là, peut-être que c'est important de les faire rentrer dans la danse et de leur dire, t'as vu dans quoi je me lance, etc., pour avoir aussi, pour que eux soient source de motivation, si c'est le levier principal de l'activité physique. Donc en fait, c'est différent pour tout le monde. Il faut savoir si on est capable de se motiver par soi-même, parce que les causes sont personnelles et que ça regarde personne et que finalement on fait ça pour soi. Soit on fait ça pour le regard des autres. À ce moment-là, c'est intéressant de mettre les autres dans la boucle et de dire, les gars, sur le floor, je me suis lancé dans je me suis inscrit à un sprint marathon dans 6 mois. Ce serait super que vous m'aidiez à y arriver. Je vais commencer par m'entraîner le mardi et le jeudi sur l'heure du déjeuner. Viens avec moi qui veut et tout. Voilà. Ça, c'est une manière de poser un acte qui fait qu'après, par le regard des autres, puisque c'est ce qui est important pour la personne en question, et ben, il va prendre son sac et tous les mardis, tous les jeudis, il va aller faire son entraînement. Et s'il avait rien dit à personne, il aurait pu ne pas le faire et ne pas se motiver. Donc, il faut connaître ses leviers. Il faut connaître sa motivation principale à se mettre au sport et ses leviers de prise de décision. Parfois, les deux sont un peu mêlés, mais c'est pas si facile de savoir si c'est pour soi, si c'est pour les autres, si c'est pour le regard de la société, si c'est pour l'esthétique, si c'est pour ressembler au canon de beauté qu'on nous montre, si c'est pour se battre contre une maladie. Enfin, je veux dire, chacun a ses raisons et son histoire propre. Donc, je pense que c'est important déjà de trouver du plaisir dans cette activité physique-là, parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça va être vraiment difficile. Donc, de trouver ces leviers de plaisir, et ils vont évoluer au fur et à mesure de la progression sportive. Au début, le plaisir, il est d'aller s'acheter une paire de baskets. Après, il est d'être capable de faire 1 kilomètre. Après, il est de ne pas être rouge cramoisi et transpirer quand on fait 1 kilomètre, et ainsi de suite. Et puis, petit à petit, étape par étape. Et donc, voilà, c'est important de se connaître et de connaître ces leviers ces leviers motivationnels propres. Ouais. Top, c'est très complet comme réponse, très beau. Et je pense qu'aussi le fait de mettre un rendez-vous dans son agenda et que les autres personnes de ton équipe le voient, c'est déjà quelque chose qui t'engage aussi, en quelque sorte. Exactement, ça va dans ce sens-là. Moi, c'est un peu ambivalent, j'ai la motivation pour le faire seul, mais ça me donne un boost de motivation de le faire savoir aussi et d'inspirer les autres. Voilà, c'est un mix entre les deux. Puis le mettre dans mon agenda visible, c'est une manière de le dire sans le crier, mais quand même que ce soit visible pour ceux qui s'y intéressent. Ouais, top. Et quel type d'entraînement, du coup, tu fais pendant ces horaires? Alors moi, j'ai deux principales passions. C'est donc la course d'ultrafond, vraiment l'ultra-endurance longue, et le triathlon, auquel je me suis mis triathlon plus récemment, ça fait 3-4 ans. Donc principalement, ça va être autour de la course à pied. En semaine, ça va principalement être course à pied et piscine. Donc j'essaie d'aller à la piscine 1 fois par semaine et à la course à pied d'aller courir 2 et si je peux 3 fois.
En ce moment, c'est plutôt une fois piscine, une fois course à pied. Et j'ai pas trop le temps de faire autre chose, mais idéalement, c'est plutôt 2-3 fois de course et une fois piscine. Donc, ça va être sur l'heure du déjeuner, aller faire entre 1 et 2 kilomètres de natation et aller faire entre 10 et 15 kilomètres de course à pied à peu près. Ok. Voilà, ça, c'est principalement les activités que je fais. Et donc l'ultra fond, pour les personnes qui connaissent pas, est-ce que tu peux définir rapidement ce que c'est? Ouais, alors l'ultra, on parle d'ultra au-delà de la distance du marathon. Donc, Ok. on va avoir un 5 km, un 10 km, un semi, un marathon, et puis après, on va parler d'ultra, la grande famille des ultras, et qui peut aller du 45 km, qui est l'ultra le plus court, jusqu'à les courses les plus longues. On va trouver sur le Tour des Géants, on va être sur 320 km ou des choses comme ça. Il y a même la Yukon Race au Canada qui doit, je pense, aller même jusqu'à à pied, si je dis pas de bêtises, 300 miles, qui doit être pas loin de 500 et quelques kilomètres. Donc voilà, ça, après, c'est des courses à étapes, hein, c'est pas des courses en un coup. Mais on va dire que voilà, l'ultra, c'est tout ce qui est au-delà du marathon. Et le gros de la troupe est quand même entre 50 et 100 kilomètres à peu près, c'est la majorité des ultras. Et après, il y a donc, on va monter après assez vite aux 100 miles, qui sont donc 160 kilomètres. Et la célèbre course de l'UTMB, ça peut être également la Hard Rock 100 aux US. On va également trouver l'Ultra Trail de la Réunion aussi. Donc voilà, c'est un marché qui est en pleine explosion. Hein. Le sport va aller de plus en plus d'extrêmes. Là, c'est vers ça que la demande tend. C'était exceptionnel de faire un marathon il y a 20 ans et aujourd'hui c'est presque monnaie courante. Hein. C'est pas pour autant que l'effort est plus simple. C'est juste que c'est passé dans les mœurs et comme la société est plus sportive, pas nécessairement en proportion, mais en tout cas en nombre. Voilà, il y a une frange qui se détache et qui va vers ce sport-là. Et j'y suis allé, moi, peut-être un peu avant que ce soit la grande mode, il y a une quinzaine d'années. Et dès mes 15-16 ans, j'ai commencé à faire des marathons. Et à 20 ans, même un peu avant, je faisais des 100 km et des 120 km, etc. Et puis après, je me suis lancé à 24 ans dans la tentative de traverser de la France en courant. Du nord au sud, donc ça faisait près de 1200 km. Et donc l'idée c'était de le faire le plus vite possible. C'est un record qui était détenu par un Britannique en 18 jours et que avec mon équipe on a pu battre pour clôturer la traversée en 15 jours. Ce qui faisait environ 80, près de 90 km par jour, 15 fois de suite. Donc ça a été assez intense. Mais bon, on a fait une super aventure de copains. On avait des médecins, kinés qui nous suivaient, et puis plein de copains pour la logistique qui venaient courir des petits morceaux avec moi, faire un peu de vélo avec moi. Voilà. Il y a quasiment 500 personnes qui ont couru ou fait du vélo ou accompagné d'une manière ou d'une autre cette traversée entre Lille et Nice. C'était en 2011 déjà. Et c'est une épopée exceptionnelle. Vraiment, ça a été un déclic et un vrai tournant pour moi dans ma vie. C'est énorme. Et ce qui est drôle quand j'entends de ce que tu dis, c'est que l'ultramarathon, quand même, on pourrait s'attendre qu'il y ait une préparation qui doit être hyper longue et limite s'y mettre 4 à 5 fois des sorties longues. Mais en fait, en 3 fois par semaine de course, tu arrives quand même à te préparer à ce genre de course, quoi. Alors, je sais pas si je m'y prépare de la meilleure manière qui soit, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai fait également en septembre dernier, avec à peu près ce rythme d'entraînement, la traversée du 250 km de traversée du désert d'Atacama au Chili. Une super course, je suis arrivé 12e. Donc ça, c'était vraiment pour moi une super expérience parce qu'on était dans l'endroit le plus sec de la planète où il pleut une demi-journée par an en moyenne. Donc ultra sec et des températures jusqu'à 47 degrés, donc ça c'était vraiment très particulier. Et là on est vraiment dans le mental pur et dur. Hein. Je crois qu'au bout de 5 km tout le monde est cuit et donc après c'est la tête qui fait le reste. Mais je crois que le corps a vraiment surtout en ultra, plus on est dans les sports d'endurance et plus on est dans les sports d'endurance longs, plus l'entraînement des derniers jours importe peu. Et ce qui importe c'est l'entraînement des dernières années. Okay. C'est-à-dire que le corps a vraiment une mémoire importante et j'illustrerai en fait cette théorie par l'exemple suivant, c'est que souvent
vers novembre-décembre, quand on se retrouve autour de la table avec ses copains avant Noël, le dîner classique, et un vendredi soir, il y en a un qui lance moi je fais un marathon, l'année prochaine je fais un marathon. Et puis ça fait marrer tout le monde, ils se vexent. Et donc, plus les rires sonnent dans la pièce, plus il assoit son acte devant la foule et dit si je le ferai, je vous jure je le fais, je m'engage, je m'inscris ce soir. Et il prend son téléphone et il s'inscrit au marathon de Paris ou de Genève ou d'Annecy. Et on est en novembre et le gars est pas particulièrement sportif et plus ça a fait rire les gens, plus ça l'a vexé et voilà déjà l'acte initiatique qui fait qu'il va s'acheter une paire de baskets et se mettre à la course. Cette personne-là va probablement s'entraîner fort et va passer d'un entraînement nul à voilà, un entraînement régulier. Plus la course va arriver, plus il va s'entraîner fort. Et il va se passer comme il se passe dans 90% des cas, c'est qu'un mois et demi avant la course, il va dire je comprends pas, j'ai mal au genou. Je comprends pas, j'ai mal au mollet, là j'ai un truc au tendon d'Achille, je suis allé voir mon kiné et tout, il me dit que c'est peut-être un début de tendinite et tout. Putain, ça fait chier malheureusement, j'étais super motivé, j'avais fait exactement ce qu'il fallait faire, mais je vais peut-être pas pouvoir faire la course. Il finit par la faire, il explose au 25e, il finit en marchant en 5 heures. Voilà, ça c'est 90% des histoires de copains. Et puis il fait une fois un marathon, c'est un mauvais souvenir, mais il le relate sur Facebook. Et grand bien lui fasse, et c'est très courageux de sa part. Je lui retire absolument pas ce mérite. Mais derrière cet exemple-là, si on allonge un peu le temps, celui qui fait pas un marathon et qui fait un 100 km ou même un 100 miles, c'est pas l'entraînement de l'année avant qui va vraiment importer. Évidemment que ça importe, mais ce qui est important, c'est qui il est depuis plusieurs années. Et c'est cet entraînement-là qui va peser. Donc c'est vrai que moi je cours depuis près de 15 ans et aujourd'hui j'ai la capacité, là maintenant si on dit on arrête ce podcast, on met tes baskets, fais un marathon, je vais le courir en moins de 3 heures. Tout de suite, avec rien dans le ventre, un café, un croissant. Mais Kylian Jornet ferait la même chose en 2h15 et peut-être même plus vite. C'est voilà, c'est son ADN un peu de sportif. Ouais. Donc c'est pas démotivant. En fait, c'est motivant. Ça veut dire qu'il faut faire du sport quand on le peut parce que le corps s'en souviendra. Et tous les efforts qu'on fait aujourd'hui continueront de payer et de plus en plus à mesure que le temps va passer. Donc voilà, le corps a une mémoire. Ça veut dire qu'on peut pas lui faire faire n'importe quoi. Pourtant, il se souviendra de chaque session d'entraînement donc elle valent le coup. Donc il faut s'entraîner régulièrement aussi. Ouais, c'est important de s'entraîner régulièrement, exactement. Et tu t'entraînes tout seul ? Alors c'est un peu variable, mais je dirais qu'à 80-90%, je m'entraîne tout seul. Ouais. Déjà parce qu'autour de moi, j'ai pas trouvé de gens qui particulièrement couraient ou à ma vitesse ou sur le type d'entraînement que je faisais. Pour la natation, là où j'ai pas vraiment un grand niveau, j'essaie justement moi de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Et donc là, je vais essayer d'aller nager avec des gens, avec des copains, des collègues qui vont pouvoir m'apprendre des choses, perfectionner ma technique. Et par contre, en course à pied, j'essaye d'emmener des gens qui ont besoin de motivation, etc. avec moi de temps en temps. Donc c'est les 10 ou 20% de mon entraînement où j'emmène des gens courir avec moi. Mais la plupart du temps, pour les entraînements spécifiques de fond, je le fais plutôt tout seul. Ouais, c'est aussi un moment pour se retrouver. Moi, j'ai travaillé toute ma vie en open space. Voilà, toutes les cloisons sont ouvertes partout, à la maison, au boulot. Donc, c'est aussi un des rares moments où je me retrouve un peu plus au calme avec moi-même et avoir un peu le temps de prendre la distance sur ce que je vis, ce que je fais. Et voilà, donc c'est aussi un moment de relaxation. Et derrière, est-ce que ça te débloque des choses niveau business quand tu vas t'entraîner Est-ce que tu vois les bénéfices de ça ? Débloquer les choses niveau business, tu veux dire dans le sens où ça m'a t'as des nouvelles l'esprit. Ça... Ouais, d'accord. Ouais, moi je crois beaucoup à la phase de réflexion inactive comme ça, ou peut-être le terme pas approprié, mais voilà, on dit voilà, il va falloir que tu passes une nuit sur cette idée et puis demain tu verras, on en reparlera. Moi je crois que c'est un peu pareil. Il y a des moments où on est dans l'action, on est la tête dans le guidon, puis il y a des moments où il faut penser à autre chose. Et rien que de détacher de ces projets-là, parfois, ces projets du quotidien, parfois ça donne des idées. Donc tout à fait. Hein, moi, systématiquement, je dois dire que quand on court en journée, c'est assez difficile de complètement se détacher de son boulot et de ce sur quoi on travaillait 10 minutes avant et ce sur quoi on va retravailler en rentrant. Par contre, ça permet en effet d'y apporter un autre regard et souvent avec un peu plus de distance.
quand on change l'environnement de travail, bien, on se rend compte que étonnamment, les idées qui nous viennent à l'esprit sont différentes. C'est un peu le principe du off-site en team building que nous proposons d'ailleurs avec notre agence. Et on a beaucoup de demandes dans ce sens-là parce que être avec une équipe de collègues dans un environnement complètement différent fait éclore à la fois des nouvelles idées, mais surtout des nouveaux liens entre les membres de cette équipe-là. Et pour le mieux, certaines personnes se révèlent avec des qualités qui étaient insoupçonnées dans les bureaux, et on commence à connaître les gens voilà, avec davantage de facettes de leur personnalité et à comprendre les gens un peu plus dans leur globalité. Et ça, c'est important pour travailler efficacement avec les gens, pour vraiment savoir qui ils sont. Et donc, changer d'environnement, ça permet d'avoir de nouvelles idées et de nouvelles vues sur les choses. Et aussi, si on est à plusieurs, pour mon team building, un nouveau regard les uns sur les autres et plein de bienveillance. Et tout ça, c'est que du plus après, quand on va reprendre dans un cadre plus formel de discussion et de boulot, la plupart du temps, c'est plus respectueux et plus riche et plus profond. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que le mental que tu développes en course d'ultramarathon t'a permis d'avancer peut-être plus vite ou d'avoir un autre regard sur le business que tu as lancé, donc Explora Project? Ça, c'est sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute, parce que l'ultra-marathonien, en fait, va jamais lâcher, quoi. Il va jamais lâcher et les occasions de lâcher sont nombreuses. Parce que quand on dans ces courses-là, je pense que la course la plus longue que j'ai jamais fait devait être de 19 ou 20 heures de course, peut-être 19h40, comme ça, sur des 130, 120 km, 130 km. Je veux dire, dans ces 20 heures de vie, il se passe plein de choses. Je veux dire, le sport et comme les expéditions, c'est la vie en accéléré. Donc avec ses difficultés et aussi des réponses qu'on doit y apporter en live. Donc, se préparer, se confronter à ces difficultés-là, nécessairement en accéléré, c'est une grande répétition pour la vie et pour les difficultés qu'on pourra avoir dans le boulot au quotidien. Donc ça, j'en suis sûr, une ténacité que j'ai développée, qui je pense est un atout aujourd'hui pour lancer une boîte et qui m'a beaucoup aidé dans ces 14 premiers mois qui n'ont pas toujours été faciles dans le segment, enfin dans le secteur dans lequel on s'était lancé et qui est quand même assez concurrentiel et qui est un secteur dans lequel les nouveaux venus sont assez peu nombreux et pour cause, hein. On a des grands acteurs du secteur qui font ça depuis 30 ou 40 ans, qui ont un peu verrouillé tout le marché. Donc, il fallait s'armer de motivation et être prêt à relever les différents défis. Et ça, je crois que le sport m'y a vraiment beaucoup aidé. Donc, c'est vraiment la capacité à accepter les difficultés, les mini-échecs et à tout de suite mettre en place des remèdes rapides pour être sûr que la grande cause, à savoir finir la course, ou lancer pérennement Explora et la startup, ce but-là sera atteint. Même si on a des difficultés, même si on a envie d'abandonner au 20e kilomètre, même si on tombe dans les pommes au 50e, c'est pas la fin. On s'arrête, on se met à l'ombre, on boit de l'eau sucrée, on prend des tablettes de sucre, on remange un peu de salé, on appelle sa femme, on prend plein d'énergie positive, on se fait masser avec 20 minutes par un kiné, on a perdu 1 heure, mais on a gagné énormément de motivation, etc. Là, très vraisemblablement, on va rattraper. Donc, voilà, c'est une manière de voir les choses et de voir les difficultés comme des étapes nécessaires pour avancer mieux et pour à la réussite d'un but qui est plus grand que ça encore. Très bien. J'ai bien aimé cette comparaison que tu faisais, là, que le sport, les épreuves d'ultramarathon, c'était la vie en accéléré. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions qui doivent ressurgir et beaucoup d'étapes à parcourir, donc c'est plutôt parlant. Du coup, là, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport et qui voudrait aussi changer son alimentation? C'est un peu une vaste question. Puis moi, je suis pas un grand spécialiste en nutrition nécessairement. En sport. Étonnamment, ouais. Mais si je fais une divergence rapide sur l'alimentation, moi, j'ai toujours, en tout cas, mis un point d'honneur à faire tout ce sport-là et ces compétitions-là, et me lancer dans ces tentatives d'exploit-là, en gardant une alimentation en fait normale. Je parle aussi de ne pas se refuser des bières ou des verres de vin, etc. C'est-à-dire vraiment vivre normalement et ne pas que
d'apporter cette activité soit une contrainte pour les autres autour de moi. Mmh. Donc ça, je pense que c'est, je veux dire, c'est presque facile d'être un triathlète Ironman avec son tableau Excel en faisant la vie dure à tout le monde parce que dans 3 semaines j'ai une compétition et il faut que toute la maison se mette au diapason et qu'on mange des pâtes matin, midi et soir ou autre. Et d'ailleurs, je sais même pas s'il faudrait idéalement manger et qu'il n'y a pas un verre d'alcool et qu'il faut cacher toutes les bières et qu'il n'y ait pas une seule soirée en 3 semaines parce que sinon je vais avoir l'impression de rater quelque chose. Et tout. Moi, j'en connais des gars comme ça. Après, où est le mérite de faire ça si on bloque tout le monde? L'idée, c'est d'arriver à faire pour moi, en tout cas, je vois la vraie performance en faisant ces exploits-là et à côté de ces courses-là. On parlait d'exploits, bien sûr, mais et à côté, maintenir une vie familiale normale et paisible et cool pour tout le monde. Ça, c'est une divergence. Donc, en gros, moi, je mange de tout le temps et mon alimentation n'est pas perturbée par ces entraînements-là. Plus je m'entraîne, plus j'ai faim, plus je mange. Et du coup, je ne me suis absolument jamais restreint. Si on maintient une activité forte, on peut ne pas se restreindre sur la nourriture. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, le conseil que je donnerais, c'est toujours pareil, c'est de savoir pourquoi on le fait. Déjà, de bien fixer ses objectifs. Est-ce que je le fais pour perdre du poids? Est-ce que je le fais pour le regard des autres? Est-ce que je le fais parce que je me sens pas bien dans ma peau, pour différentes raisons? Est-ce que je le fais pour la performance? Parce que je cours le marathon en 3h30 et je veux le courir en 3 heures? Est-ce que je le fais pour juste sortir le nez de ma boîte parce que j'en peux plus et que j'ai besoin juste de mettre le nez dehors et que c'est une bonne occasion? Ouais. Il faut déjà être clair avec soi-même. Et ensuite, c'est d'y aller par étapes, petit à petit. Voilà, souvent, les gens se lancent corps et âme, passent du tout au rien, du rien au tout, et du coup, s'épuisent, sont dans le trop, donc ne sont pas dans le plaisir, ne trouvent même pas le plaisir. Ah, ça j'entends souvent ça, mais quel plaisir tu trouves dans la course à pied? Putain, c'est chiant, moi je déteste ça. Tu cours après quoi? Moi j'aime mieux courir après un ballon, je fais du futsal avec mes copains, mais alors courir pourquoi ça me fait chier. Voilà, il faut juste se dire qu'il peut y avoir du plaisir dans toutes les activités sportives. Il faut juste voir où est-ce qu'on place le curseur et où est-ce qu'on place son objectif personnel. Donc évidemment, courir sans but, sans compétition ou sans objectif, pas forcément de performance, mais ça peut être une distance qu'on s'est fixée pour l'année. Ça peut parfois être difficile de courir sans objectif. Connaître ses objectifs, placer des objectifs réalistes par étapes. Il y a toute la vie pour y arriver. Donc, ça sert à rien de se dire je fais un 100 km dans 2 mois et puis après rien. Et donc voilà, essayer de mettre des objectifs réalistes, progressifs et puis célébrer chaque victoire, célébrer chacun de ses objectifs, prendre le temps d'être aussi dans le sport plaisir, dans le sport partage. Et si on arrive à maintenir tout ça, je crois que petit à petit, on va se rendre compte que le sport est un vrai atout dans sa vie entrepreneuriale aussi. Ouais, c'est très important de trouver du plaisir. Quand je demande à pas mal de personnes qui font du sport, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup et sans plaisir, il n'y aura pas de durée, quoi. Ça va durer qu'un temps et derrière, on va lâcher prise, quoi. Ouais, tout à fait. Si on passe à tes routines, est-ce que tu as déjà des routines, morning routine et des evening routines, ou bien est-ce que c'est tout en freestyle? Par rapport à l'alimentation spécifiquement ou au sport ou en règle générale? En règle générale. Alors, j'en ai pas énormément, mais la seule que je vais avoir, c'est systématiquement au sortir de la douche, je fais 30 pompes tous les jours. Voilà, c'est une petite chose qui permet en fait le matin de dynamiser un peu la journée, de la lancer, voilà, juste avant de m'habiller dans la salle de bain. Et déjà tout de suite, ça permet d'être à une petite échelle dans la capacité à faire ce qu'on s'est fixé tous les jours. Ces 30 petites pompes, ça va nous prendre très probablement 30 secondes, donc ça change pas grand-chose. Ça dynamise et ça énergise pour le début de la journée. C'est assez sympa. En plus, on est un peu plus costaud quand on met sa chemise, donc on se sent mieux. Non, mais c'est vraiment une petite chose pour déjà être dans cette dynamique à petite échelle de je me fixe quelque chose, je le fais, je suis fier de moi, c'est bien de l'avoir fait. Voilà. Et hop, case cochée tous les matins. Et on part du bon pied. Donc ça, c'est presque la seule routine que j'ai, mais alors, ça fait rire ma fille qui monte sur mon dos pendant que je l'ai fait, ce qui n'aide pas, mais voilà. Et puis, et ça fait rire ma femme aussi de temps en temps, on va faire ça, mais c'est voilà, c'est quelque chose que je me suis fixé, et puis c'est amusant, et puis c'est ultra rapide, et à nouveau, c'est une petite case positive cochée dès le matin et qui lance sa dynamique de la journée. C'est pareil que faire son lit.
Faire son lit au carré, enfin, au plus ou moins au carré tous les matins, c'est déjà poser un acte, se motiver à faire quelque chose, parce qu'on sait bien que si on ne fait pas son lit, c'est parce qu'on a la flemme d'eau. Et donc cette dynamique-là inconsciente, elle perdure dans la journée. On va avoir la flemme de faire d'autres choses, et puis après des choses qui sont quand même un peu importantes, mais on a toujours la flemme. Et puis ce mécanisme fonctionne de motivation, fonctionne dans les deux sens. Si on commence à abandonner les petites choses, et on abandonnera des plus grandes choses pendant la journée qui peuvent être problématiques. Et puis à l'inverse, si on se motive pour des petites choses pendant la journée, on va être capable de se motiver pour de plus grandes, de plus en plus grandes. Je dirais faire son lit, faire 30 pompes. Énorme déclic pour la journée et beaucoup plus important que tu pourrais imaginer. Ouais, j'ai à peu près une routine qui ressemble à la tienne sur l'histoire des pompes. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais aux toilettes, ça va faire rien, que je vais aux toilettes faire pipi, et derrière, je fais au moins minimum 2 pompes et je me retrouve finalement à en faire 10, 15, 20, quoi. Et c'est pareil, ouais, c'est un peu le même objectif, c'est avoir un minimum de pompes à faire dans la journée. Et je sais que je bois beaucoup, donc du coup, je fais pas mal de pompes. Mais bon, ça peut faire sourire, mais bon, c'est... Tu vois en effet que t'es assez stock. Ouais, donc c'est très important ça. Est-ce que tu as d'autres routines le soir ou... Ouais, alors beaucoup, oui, mais ça va plutôt être autour des histoires et des biberons, mais ça va moins intéresser. Mais après, pour le sport et l'alimentation, c'est à peu près tout. Et beaucoup boire. Voilà, avoir toujours de l'eau, ça peut être de nuit, boire, parce que boire, ça hydrate, ça évite les crampes, ça prévient les crampes, musculairement, c'est très important. Et on ne le répétera jamais assez. Et encore plus dès qu'on boit un verre d'alcool, un verre d'eau. Ça évite les maux de tête, ça, c'est vrai. Ouais, et les crampes et les distensions musculaires, etc. Donc c'est important. Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores faire ? Là, tu vas me prendre un peu au dépourvu. Déjà, j'ai une curieuse habitude, moi je m'étire pas, par exemple. Je sais qu'on a je vois beaucoup dans les magazines jogging et autres, ou trail, que je peux lire de temps à autre, beaucoup de sessions entières ou de numéros ou de dossiers sur l'étirement, etc. Moi, je m'étire pas. Et deuxième chose, déjà parce que je ne me suis jamais étiré, et donc on change pas une équipe qui pour l'instant a plutôt gagné. Et puis enfin, je cours très souvent sans montre, sans rien, juste un peu au feeling, pour arriver à vraiment ressentir et à se concentrer plus que sur les chiffres ou sur les écrans, à se concentrer à l'écoute de son corps. Alors voilà, et comme je cours très souvent avec des chaussures barefoot, donc très minimalistes, Merrell en fait quelques-unes, et puis parce que c'est la marque avec laquelle j'ai démarré. Et donc voilà, être dans un peu le minimalisme. Donc si on devait rassembler toutes ces curieuses habitudes-là, ce serait être dans le ressenti de ton corps, être très, très à l'écoute. Donc moi, je me suis jamais blessé en 15 ans de course à pied. Jamais, rien du tout. Même pas j'ai eu quelques crampes, mais plus au rugby, au foot ou dans d'autres disciplines que l'endurance à proprement parler. Je crois que c'est important vraiment d'être à l'écoute de son corps. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai rien eu. C'est que je sais dire, là, il y a une petite anormalité, donc attention à pas compenser cette course à pied comme ça. C'est peut-être un moment pour s'arrêter, boire un peu plus, prendre un cachet de sel pour éviter une crampe qui pourrait arriver dans quelques heures, etc. Donc vraiment être à l'écoute de son corps, je pense que c'est très très important. Et on parle d'expérience, mais c'est quoi en fait l'expérience? C'est connaître ses limites, son corps, ses réactions pour être capable d'adapter son rythme de course à pied ou de sport en général aux signaux qu'on est en train de détecter. Et finalement, l'expérience, c'est la capacité à écouter son corps. Donc ça, je crois que c'est très très important. Et il faut être disponible à son corps et analyser qu'est-ce que je suis en train de ressentir. Est-ce que j'ai mal? C'est-à-dire quoi avoir mal? Est-ce que c'est une douleur qui est aiguë? Est-ce que c'est une douleur qui est diffuse? Est-ce que c'est une douleur qui s'améliore avec capable de mettre des mots là-dessus? Puis quand on est capable d'analyser ça et qu'on va voir un médecin et qu'on lui dit j'ai ça, tac, 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 il va dire c'est ça, il faut faire ça, c'est très clair. On n'est pas dans le fantasme de en des mois et des mois, je sais pas ce que j'ai un truc au genou et tout. Mais en fait, c'est à nous d'être capable d'apporter des signaux plus clairs, parlants, explicites sur cette douleur-là. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Donc, je vais souvent courir sans musique, sans montre, des chaussures minimalistes. Écouter le chant des oiseaux, son corps. Voilà. Enfin, j'ai la chance d'être en pleine nature, mais pour les citadins, peut-être une musique de fond permettrait d'effacer le bruit des klaxons. Ça, c'est... Ou un podcast, pourquoi pas. On sait pas. Ou un podcast, bien sûr. Ouais, non, c'est vrai. Des chaussures minimalistes, du coup, c'est... Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux définir en 2 mots ce que c'est?
Ouais, c'est des chaussures qui sont quasiment sans semelle euh, et donc qui sont presque des ballerines et qui, on peut aller voir sur la marque Merrell en flex, qui sont très très fines et donc on court presque sur la pointe des pieds avec voilà très très minimaliste. Et ça te donne en cours sur du béton avec ça pendant plusieurs heures, même au bout de 10-15 minutes, tout le monde aura des crampes dans les mollets. Donc, il faut y aller évidemment par étapes parce que c'est très traumatisant pour les muscles inférieurs, mais ça permet d'augmenter la musculature des muscles inférieurs de manière exponentielle. Et à nouveau, il faut y aller par étapes, sinon ça va être la foire aux crampes, ça va être terrible. Mais quand on maîtrise ça, ça permet d'être à nouveau vraiment très concentré sur sa foulée et de savoir où est-ce qu'on pose le pied pour optimiser sa foulée, la qualité de sa foulée, le rebond, avoir une foulée qui est rasante et qui donc n'est pas rebondissante et qui avec une déperdition d'énergie inutile, donc une foulée efficace. Et ça permet vraiment encore plus alerte déjà aux douleurs parce qu'elles surviennent assez vite, mais être capable avoir une analyse encore plus fine de sa foulée. Et ça, c'est pas facile et je crois que ça passe on est pas obligé de le faire tout le temps, mais sur des sessions courtes d'une demi-heure, moi, je trouve que c'est un exercice intéressant. Très bien. Si on revient quelques secondes sur ton alimentation, donc tu m'as dit que il n'y avait pas grand-chose de spécial, tu t'autorisais un peu tout, mais j'imagine que t'as quand même, tu manges assez équilibré. Tu vas pas manger des Kinder Bueno à la pause de 16 heures. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton alimentation? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu manges dans les grandes lignes? Bon, moi, alors c'est vrai que je mange énormément en volume, mais vraiment énormément. Si je peux vraiment descendre 500 grammes de pâtes tout seul, de plat de pâtes carbo tout seul le soir, où j'ai troqué déjà depuis longtemps l'assiette pour un saladier entier. C'est vrai que je mange beaucoup en quantité. Ça fait rire tout le monde depuis des années. C'est absolument, quand on me voit physiquement, je fais 80 kilos, mais je suis tout fin, hyper sec. Donc, ça semble incompréhensible, mais les gens disent, mais où est-ce que tu manges? C'est hallucinant. Déjà, on élimine avec le sport. Après aussi, j'ai un physique sec et ça permet ça, mais donc je mange beaucoup en volume et je mange jamais entre les repas. En effet, déjà, ça, c'est la première chose. Donc, pendant le repas, je m'autorise à peu près tout et je mange beaucoup de pâtes et de riz, beaucoup de féculents et beaucoup de viande blanche et de féculents. Le plat préféré, poulet, pâtes, champignons, et là, je suis royal. Donc, voilà, je mange bien le matin, j'essaie de pas boire trop de café, mais privilégier le thé qui dessèche beaucoup moins. Et voilà, donc je bois beaucoup pendant la journée et je mange énormément, en fait, 3 repas, quoi. Donc, j'en ai pas un que je privilégie moins que les autres. Petit déjeuner déjà, céréales, tartines, un café. Et puis midi, à peu près, voilà, à peu près tout, entrée plat. Et le soir, en grande quantité, avec un verre de vin ou une bière assez fréquemment. Ok. Donc, je suis pas dans la retenue. Je vois ça, ouais, on n'est pas du tout dans la retenue, surtout au niveau féculent, parce que les histoires de saladier, là, Ah ouais, mais c'est véridique. ouais, mais bon, vu que tu consommes pas mal de calories aussi, c'est une bonne chose, quoi. Ça Ouais. tombe pas sur l'estomac, quoi. Très bien. Est-ce que t'aimes cuisiner? Moi, j'aime bien, mais pareil, je suis pas dans la dentelle, quoi. Ça va être ça va être du bœuf bourguignon, du plat familial, des plats en sauce à partager en grande quantité où il en reste dans le frigo pendant une semaine, quoi. Donc, quand je m'y mets, souvent 2 à 3 fois par semaine, on fait des réserves et il y a un paquet de Tupperware parce que voilà, j'aime pas manquer, j'aime bien que ce soit généreux. Donc, voilà. Pendant la semaine, c'est voilà, de la cuisine rapide. Mais aucun plat tout fait, tout préparé. Je crois que je sais pas pourquoi, mais, enfin, si je sais pourquoi, mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est quand même de la vraie merde, hein. Donc, il faut faire gaffe aux plats, tout fait. Je parle pas des food chéri, Frischti et compagnie, qui sont souvent des plats frais, ça c'est différent. Les plats tout faits en grande surface, à chauffe au micro-ondes, ça, c'est quand même de la vraie merde, donc il faut éviter. T'as raison. Et est-ce que tu sens que ton alimentation a un impact sur tes performances au travail? Oui, quand j'ai faim, j'arrive pas à me concentrer. Donc ça c'est un. Et non, et après l'alimentation, c'est sûr, être réglé comme ça, de ne pas penser en fait à l'alimentation quand on travaille parce qu'on a bien mangé pendant les repas et qu'on a une alimentation qui est adaptée à son métabolisme, donc on ne somnole pas après le repas ou on n'a pas le ventre qui garde toute la matinée, mais c'est sûr que c'est finalement beaucoup de pensées en moins et pour être focus sur ce qu'on fait. Ouais. Donc je crois que c'est
j'ai pas vu que c'était positivement un impact positif. En tout cas, je vois immédiatement l'impact négatif si on n'est pas vraiment, si on n'a pas son alimentation et son métabolisme en phase. D'accord. Si on passe maintenant rapidement à tes loisirs, si tu n'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée? Bon, ça, je crois que c'est assez clair. Et puis, j'ai choisi reconversion dans le voyage d'aventure aussi pour ça. Bah, je serais aventurier. Je serais aventurier explorateur et où on serait une famille d'aventuriers explorateurs. On partirait faire un blog voyage. La famille qui crapahute et j'irais on irait choisir une forme d'éducation pour nos enfants, d'éducation par l'expérience, plus que par l'apprentissage en cours ou en théorique. Voilà, l'apprentissage par la vie, par l'observation, par l'échange avec les autres cultures, avec d'autres enfants. Et voilà, donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai en tête. Peut-être qu'on fera pour un break d'un an ou deux aussi. À un moment, c'est pas à exclure. Mais c'est très bien d'avoir ces projets-là en tête parce que les projets font avancer, qu'on les réalise ou pas, que ce soit des rêves. Peu importe, la vie nous aiguillera plus ou moins près de ces rêves-là, mais c'est bien de les avoir en tête. Ça permet d'avoir le champ des possibles ouvert et c'est beaucoup plus excitant de vivre comme ça que de vivre avec en tête 62 ans la retraite. T'as raison. C'est un beau projet en tout cas, que de partir comme ça, visiter en famille en plus. Enfin, c'est un projet et c'est aussi un challenge. Parce que élever ses enfants comme ça, c'est aussi un challenge. Ouais, mais je crois que l'éducation passe beaucoup par le mimétisme, par aussi voilà, être capable d'inspirer par ses actes et pas que par ses paroles. Donc être dehors et partager ces expériences-là en famille, c'est vrai que c'est assez fort. Hein. Je ne veux pas avoir l'impression de placer Explora Project à tout bout de champ, mais c'est vrai que ça m'a aussi inspiré la volonté de faire des expéditions en famille. Beaucoup de pères-fils, mères-filles qui se lancent dans nos expéditions, nos micro-expéditions de 3 jours pour vivre des choses quand même assez fortes à deux. Et voilà, l'autre jour, sur les rivières du Mont-Blanc, qui est à 80 km de rafting entre Chamonix et Genève. On va faire Chamonix-Genève par les rivières du Mont-Blanc et avec un bivouac sur les berges. C'est exceptionnel, c'est hyper sauvage. Il y avait Gérard et son fils Léo, son fils de 17 ans qui était avec lui. Et si peut-être ils se parlent moins au quotidien, dans ce moment-là, il y a eu une capacité d'échange qui était hyper forte et ils ont vécu quelque chose qui les a liés et les deux me l'ont confirmé après également, chacun de leur côté, dans une grande pudeur. Et j'ai trouvé que c'était vraiment fort. Et ça, c'est des missions que j'ai en tête pour Explora et je trouve que c'est extrêmement fier que ça soit en train de se développer. Hein. Je comprends. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? Est-ce que tu me dis que tu te fais plaisir avec des bières? Est-ce que tu vas boire des bières avec tes potes ou est-ce que tu vas en resto en famille? Est-ce que tu as des loisirs autres que l'ultra-marathon? Ouais, beaucoup de loisirs. On fait beaucoup de salles de bloc, de grimpe, d'escalade en famille, justement, parce qu'il y en a pour tout le monde. C'est une activité dans laquelle on peut faire à la fois une activité physique, une activité un peu de partage, d'éducation, d'apprentissage et aussi une bière à la fin au milieu pour célébrer tout ça. Donc oui, ça on le fait pas mal. Et puis oui, des bières entre copains assez régulièrement. Et puis aussi beaucoup de choses à la maison. Avec les enfants, c'est beaucoup plus simple quand tout le monde est couché, donc on peut être tranquille et il n'y a pas de. Et donc voilà, on fait la maison est un hub de bons moments et de partage aussi entre amis. Ok. Est-ce que tu as des sources d'inspiration dans tout ce que tu fais? Oui, moi je sais rien de très novateur, mais je fonctionne beaucoup par modèle. Ça fait des gens qui m'ont inspiré, donc c'est passé par des podcasts aussi que j'ai pu entendre. Et c'est des gens que j'essaye de aujourd'hui faire venir sur les. On a créé les Explora Talks, qui sont comme les TED Talks l'été. On fait venir un explorateur célèbre, il vient nous montrer, célèbre ou non, il vient nous montrer son festival de films. Enfin, il vient nous montrer son film d'aventure pendant 1 heure. Et après, il est là pour échanger avec notre communauté. Donc, on fait ces soirées-là avec mon agence, avec Explora, à Paris, Lyon, Genève, Annecy, en semaine. Donc, toutes les programmations sont sur notre site. Et voilà, en fait, j'ai fait venir depuis le lancement d'Explora toutes les personnes qui m'avaient un peu inspiré, justement, et qui sont pour moi des modèles, et qui sont, pour certains, inconnus, comme Jean Proyer, qui est le record de la descente de la face nord de l'Everest. En 86, un record qui n'a pas été battu, même par Colin Barnett, bien Salomon puisse nous pousser à croire le contraire, mais c'est pas le cas. Si on regarde en détail, il était lui sans assistance, c'était pas le cas de Kylian.
Mais peu importe. Donc voilà, Jean Foyer qui est extrêmement alpiniste, extrêmement inspirant. Elliot Schoenfeld ou Mathieu Torder, plus jeunes, mais qui sont de la nouvelle génération d'explorateurs et qui ont aussi fait des choses incroyables sans le dire à personne au début. Et voilà, moi en fait, c'est ce décalage entre les histoires extraordinaires et ces femmes et ces hommes ordinaires que je trouve assez puissants. Donc après, évidemment, quand on est Mike Horn, peut-être que là, les expéditions de cruise qu'il fera sont peut-être moins inspirantes pour certaines personnes parce que les financements sont colossaux et que l'équipe technique est colossale, mais quand on est tout seul au début et quand on est avec son sac à dos chez Decathlon et qu'on a envie de faire quelque chose d'extraordinaire sur la planète, là, il y a un étincelle, je trouve, pour moi, qui est très inspirant. Je dis pas qu'après, ça l'est moins, mais en tout cas, cette motivation-là, c'est le croisement entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Et certaines personnes sont capables de faire ce choix-là et c'est très courageux et ça, j'admire. Donc, ces modèles-là, il y en a beaucoup, et puis la plupart des personnes, la plupart de ces personnes-là sont pas nécessairement connues et presque moins ils sont connus, plus ça m'inspire. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Si, très bien. Très bien. Alors, pour finir, Stan, je vais te poser 3 questions. J'ai une petite idée sur la première question. La recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lâches jamais? Pas de carbo, évidemment. Voilà, le saladier plutôt, de pas de carbo. Le saladier entier de pas de carbo. La deuxième, est-ce que tu as un film qui te plaît tellement que tu pourrais regarder que celui-ci jusqu'à la fin de tes jours? Ouais, ce serait forcément Into the Wild, qui aussi fait partie de l'ADN d'Explora Project, qui est vivre pour ressentir. Top. Et pour finir, donc du coup, une anecdote en rapport avec le sport. Je pense que t'en as beaucoup. Le sport, ouais, j'en ai plusieurs et il y en a la première qui me vient et que les coureurs connaissent bien, c'est la gestion de passage aux toilettes quand on court en ville ou dans des bon, alors en pleine nature c'est plus simple, mais en ville c'est toujours un peu folklorique et les histoires sont extrêmement nombreuses. Et c'est vrai notamment un passage, une anecdote lors de mon inice, j'arrivais à la Tour Eiffel et il y a quand on arrive de l'ouest parisien vers la Tour Eiffel, il y a ce petit restaurant chinois qui est juste avant la Tour Eiffel et j'en pouvais plus, j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'ai fait un aller-retour complètement express en essuie-glace dans la toilette avec mes écouteurs avec la musique encore, ils ont absolument rien compris, ils m'ont regardé dans un sens, dans l'autre, tout s'est passé en 30 secondes chrono. Et je me souviens encore je suis arrivé transpirant de 80 bornes, j'avais l'air je sais pas, d'une espèce de gladiateur épuisé, j'avais signé du nez, enfin j'avais avec du sang séché sur les joues, sur le bord du nez, c'était tellement chaud que j'avais signé du nez, puis j'étais fatigué à ce moment-là. Donc ils ont vu arriver un espèce de mutant qui a fait un aller-retour dans leur toilette et qui est ressorti. Et je crois qu'après coup, je rigole encore. Je m'excuse, hein, c'est un peu irrespectueux, mais à ce moment-là, j'étais en pleine détresse. Et voilà, cette anecdote m'amuse parce que je sais que c'est des situations que les runners connaissent beaucoup. Il y a qu'à courir un marathon pour se rendre compte sur les côtés du marathon qu'on voit toutes sortes de choses amusantes. dans ce registre-là. Alors voilà, bien se préparer et anticiper les choses avant de se lancer. Ok, et aujourd'hui, on a retrouvé le restaurateur qui te remercie. Je viens de lui faire un peu de pub. Voilà. Très bon restaurant chinois, peut-être, j'espère. Mais c'était lui, j'oublie pas, et quand je passe devant... Toujours une pensée. J'ai toujours une pensée, j'oublierai jamais. Pour terminer, Stan, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver? Oui, ils vont nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux d'Explora, donc Explora Project sur Facebook, sur Explora_Project sur Instagram également, le site exploraproject.com aussi sur lequel ils retrouveront toutes nos aventures, et mon Instagram perso qui est Stan, évidemment Stan Run, comme vous l'auriez imaginé. Et donc voilà, n'hésitez pas, on est super dispo, moi et toute l'équipe, donc on est là pour parler d'émotions, parler d'aventure et c'est ça la vie. Très bien, merci Stan d'être passé sur le podcast. Merci à toi Brice. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de toi pour 2 petites minutes parce que, comme dirait Nekfeu, il n'y a que quand je serai premier que je reste à ma place. Alors je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour illuminer ma journée, rien de plus simple. Lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Cherche Chill by Feta Fitness, va dans la section Notes et avis et laisse un avis.
Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.